Et notre invité politique ce matin, c'est Marc Fesneau. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, député de l'Eure-et-Cher, président du groupe Les Démocrates à l'Assemblée nationale et premier vice-président du MoDem et ancien ministre de l'Agriculture. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour Julien. Bonjour Oriane, bonjour Marc Fesneau. Bonjour. On va évidemment parler du discours de Michel Barnier, mais d'abord un mot sur l'actualité internationale, Marc Fesneau, et l'escalade qui se poursuit entre Israël et le Hezbollah, le Hamas et l'Iran. Jean-Noël Barrot, le nouveau ministre MoDem des Affaires étrangères, s'est rendu au Liban. Il a exhorté à stopper l'escalade. Il n'en a rien été. Est-ce que la voix de la France est devenue inaudible ? Non, la voix de ceux qui veulent la désescalade est compliquée, comme souvent dans ce type de processus. C'est bien que Jean-Noël Barrot ait pu représenter la France et par sa voix dire ce qui est notre position depuis le début, c'est à la fois la capacité laissée à Israël de se défendre et en même temps de faire tout pour éviter que l'escalade provoque l'escalade suivante qui embraserait complètement la région. Ce sont des territoires qui sont extrêmement compliqués avec une histoire extrêmement lourde. La seule question dans ce genre de moment, c'est à quel moment cela s'arrête et à quel moment on peut se remettre sur les bases de la construction d'une paix. Et chaque jour où l'escalade croît, au fond, c'est la perspective de paix, de vie pacifique, parce que je pense que tout le monde a envie dans ces zones-là de vivre pacifiquement. Et chaque jour, chaque acte, chaque drame humain, parce que derrière il y a des milliers et des centaines de drames humains, provoque l'incapacité à terme à je sais pas, le terme réconcilier est déjà trop fort, mais en tout cas la capacité à vivre ensemble. Donc la voix de la France, la voix de l'Europe, peut-être trop inexistante d'ailleurs, la voix de l'Europe, me semble-t-il, en ce moment. C'est pas la première fois dans les relations internationales, alors que à la fin, c'est souvent nous qui sommes les grands pourvoyeurs de fonds quand il s'agit de rebâtir et de reconstruire. Mais la voix diplomatique européenne n'est peut-être pas assez entendue. Et puis la voix que porte la France au travers de Jean-Noël Barrot avec les États-Unis. Mais on voit bien que les États-Unis eux-mêmes ont une difficulté. Et on voit bien aussi que, à un mois des élections américaines, la voix des États-Unis est un peu affaiblie le temps que se mette en place une administration nouvelle en tout état de cause. Donc voilà, je pense qu'on a besoin d'avoir des voix qui essaient de prôner la paix et d'avoir des voix de dialogue. La France a un dialogue singulier avec le Liban, on le sait depuis très longtemps. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est simple de trouver la voie du dialogue. Julien, on parle de Michel Barnier ? Oui, avec la déclaration de politique générale que vous avez largement suivie. Après les mots du nouveau Premier ministre, qu'est-ce que vous regrettez ou vous ne regrettez pas que le MoDem participe au gouvernement ? Non, alors d'abord, il ne faut jamais vivre de regrets. Une fois qu'on prend des décisions, il faut les assumer. Donc on ne va pas passer son temps... Vous attendiez quand même ce discours. Non mais la question, oui. Vous me dites, est-ce que vous regrettez... Été dit avant. Non, tout n'avait pas été dit. J'avais dit d'ailleurs que tout n'avait pas été dit, que j'attendais que le discours de politique générale du Premier ministre puisse poser les termes de ce qu'était un contrat. Parce qu'au fond, quand on regarde les choses, pas de majorité à l'Assemblée nationale, ni relative ni absolue, encore moins. Une coalition qui n'en est pas tout à fait une. Parce que multicohabitation. Ouais, c'est dit Laurent Fabius. Oui, mais ça ressemble à ça, parce que vous avez dans le gouvernement des gens qui disaient pas la même chose il y a seulement 3 semaines sur un certain nombre de sujets, et qui vont être appelés à dire un peu la même chose, ou en tout cas à soutenir la même politique, ou à dire que ce qui avait été fait depuis 7 ans, peut-être n'était pas aussi mal ce que j'ai dit dans le discours, en réponse au discours de politique générale. Donc c'est compliqué pour vous de cohabiter avec les Républicains ? Non, c'est pas quoi. Non, c'est compliqué pour tout le monde de se retrouver face à la réalité de l'inverse de ce qu'on disait 15 jours avant. C'est pas pour moi que c'est compliqué, vous voyez ce que je veux dire. Mais il faut savoir à un moment, quand on est dans des sujets comme ça d'union nationale, en tout cas d'essayer de produire quelque chose qui relève de l'union nationale, même si elle est imparfaite, puisque la gauche a fait le choix délibéré, non seulement de ne pas participer de ça, et de s'enfermer avec sa frange la plus extrême. Donc premier élément, c'était celui-là. Et deuxième élément, compte tenu d'une incapacité à construire cette coalition au préalable, on n'avait pas non plus le contenu d'un programme ou d'un projet. Vous avez été réellement éclairé, beaucoup. Attendez. C'est le grand méchant flou. Et oui, ça c'est des expressions d'un célèbre hebdomadaire du mercredi, mais c'est pas forcément... ça fait toujours sourire, mais moi je trouve qu'en tout cas les intentions qu'il a données vont dans la bonne direction, je l'ai dit. Et j'étais très en attente d'un certain nombre de sujets, de clarification sur les questions budgétaires. Et au fur et à mesure, il est arrivé, Michel Barnier, il y a une quinzaine de jours, il doit construire un budget à la vitesse un peu du cheval au galop, si vous me permettez cette expression. Et donc c'est normal qu'il puisse pas répondre à tout dans le détail précisément, et je pense qu'il est l'invité d'une autre chaîne ce soir, il va pouvoir dire un certain nombre de choses, j'imagine, qui permettront d'éclairer le débat entre diminution des dépenses et recettes exceptionnelles qui sont nécessaires, parce que c'est ça la vérité. Et puis un certain nombre d'autres intentions sur les grandes priorités qu'il a affichées en termes de sécurité, enfin bref, il a dit un certain nombre de choses. Après, on peut pas faire grief une fois qu'on a donné des intentions.
il n'est pas le produit d'un candidat à la présidentielle, Michel Barnier. Il est le produit d'une dissolution qui a produit ce qu'on a à l'Assemblée nationale. Donc, on ne peut pas lui demander l'impossible. Et puis il a dit un certain nombre de choses sur des sujets que j'attendais d'abord pour rappeler un peu des éléments autour de paroles qui avaient sans doute été malheureuses et qui avaient dépassé la pensée de leurs auteurs sur les questions d'état de droit. Et puis deuxième élément sur les questions institutionnelles et proportionnelles, même si à date il donne une intention, mais il sait qu'il peut compter sur moi. Une réflexion, il parle d'une réflexion, oui, on est encore il a loin été un peu plus loin. précision. Il a dit réflexion pour l'action, enfin je ne sais plus quelle est la formule, c'est un tout petit peu plus... Ouais, le verbatim est un peu plus... Une réflexion sans idéologie. Oui. Non, mais il rajoute quelque chose dans le... Ça, c'est pas le verbatim. Enfin, peu importe. Ouais. Mais après, il nous appartiendra. J'ai entendu aussi un Michel Barnier qui a dit qu'il entendait, et je le crois assez volontiers, même si on l'a beaucoup parfois entendu, ça, laisser des capacités d'initiative au Parlement, dans les deux chambres. Ici, on est sur Public Sénat. Donc j'entends aussi que nous puissions nous saisir pleinement de ces sujets-là. J'ai entendu aussi ce qu'il a dit... même si là aussi on a besoin d'éclaircissement d'un point de vue calendaire, ce qu'il a dit sur la question du texte de la fin de vie. Sur le style Barnier, on a salué d'une certaine manière son flegme par rapport aux attaques qui étaient faites de la gauche. D'autres ont dit qu'il a un peu endormi son auditoire au fil des 1h23 de déclaration de politique générale, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Il a rien endormi du tout. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette expression-là. Il a un style qui est un style qui rompt avec ce qu'on a vu et ce qui est d'ailleurs a rompu avec les attitudes, y compris des opposants. On a moins entendu, c'était moins sonore que d'habitude. C'est vrai. Ce qui fait du bien à tout le monde. Parce que il y a un moment, il s'est passé des choses. On ne peut pas à la fois dire il faut respecter la démocratie, il faut respecter les électeurs et avoir des gens qui passent leur temps à hurler et à pas écouter les gens. C'est impossible ça. Et comme président de groupe, je ne laisserai jamais passer ça. Parce que je trouve qu'à un moment, si on respecte la démocratie, on se respecte entre nous. Parce que sinon, quelle image on donne aux gens qui nous regardent à la télévision? Et les filles, quand ils brandissent leur carte d'électeur, ils ne respectent pas la démocratie? Non, c'était version moderato des happenings auxquels ils nous habituent. Donc ils ont plutôt fait le choix de la mettre en sourdine et en fond, ils peuvent brandir les cartes d'électeurs. Après tout, c'est un document administratif. La prochaine fois, ils nous sortiront peut-être leur carte d'identité. Ça dépend du sujet. Ça, c'est pas virulent. Mais quand ils hurlent, quand ils empêchent des interlocuteurs de parler, quand ils brandissent tel ou tel drapeau, quelle que soit la cause qu'ils défendent, c'est pas ça le sujet. Ils ne respectent pas, me semble-t-il, l'institution dans laquelle ils ont été élus. Et l'institution dans laquelle ils ont été élus doit être respectée. Et donc j'ai trouvé, pour finir et répondre à la question, pardon, je suis trop long, mais j'ai trouvé qu'il avait impulsé un style qui était un style qui avait plutôt permis cela et plutôt permis de capter l'attention du dialogue. Et d'ailleurs, j'ai même été étonné d'entendre sur le flanc gauche des gens qui ont dit, c'est M. Faure qui a dit, je crois, si on tend la main, je serais peut-être prêt à la saisir. Enfin bref. Ah, ce serait nouveau. Ça serait nouveau. Et vous savez, tout miracle est bon à prendre. Ce sur quoi il va peut-être apporter des précisions ce soir, c'est sur le budget. Hier, on en a quand même appris un peu plus. Le gouvernement Barnier prévoit 60 milliards d'efforts sur les dépenses et recettes l'an prochain. Est-ce que c'est le retour de l'austérité ? Pas si c'est le retour de l'austérité, mais il y a un besoin d'avoir un budget qui tienne compte d'une réalité, c'est déficits assez structurels et dettes qui s'accroît. Bon. Et il faut qu'on arrive à le faire. Il y a 3 éléments. Un, il faut qu'on essaie de tendre vers un équilibre. Parce que, je le dis, on ne peut pas vivre à crédit comme ça sans attaquer lourdement notre souveraineté. Nous sommes en train d'emprunter à des taux qui sont en train de s'écarter des Allemands de façon incroyable. Alors évidemment, les gens continueront à nous prêter. Mais si à chaque fois qu'on nous prête, on perd beaucoup d'argent, argent qu'on pourrait mettre dans les écoles, dans la santé, c'est de l'argent gaspillé, ça. Et donc c'est pas une question seulement de traité. Alors c'est mieux de respecter les traités et de respecter les règles de la copropriété, si je peux dire, européenne. Mais c'est mieux aussi de ne pas vivre à crédit, c'est-à-dire de ne pas dépenser en permanence plus qu'on a de moyens. Et donc c'est quand même une discipline, vous le savez, comme mouvement démocrate, on l'a porté depuis longtemps. Deuxième élément, il faut qu'on regarde les dépenses sur lesquelles on peut produire des réductions. Reconnaissons que depuis des années, avec le plan de relance, avec un certain nombre de sujets, on a donné des habitudes qui étaient intéressante pour relancer la croissance, mais et à la vérité, personne à l'Assemblée nationale ne vous a critiqué pour ça. En tout cas, j'ai plutôt entendu encore un peu plus, encore un peu pour telle ou telle catégorie, et jamais personne ne se dit attention, dette et déficit, il va falloir être sérieux. Jamais. Parce que il y a les grandes phrases, puis il y a les petites réalités. Et la petite réalité, c'est qu'à chaque fois, j'ai vu, moi, comme ministre, des gens qui nous ont dit il n'y a pas assez pour. Et donc on a besoin de on a voté 7 milliards d'économies l'année dernière, le gouvernement n'en a pas tenu compte. Oui, enfin, il y avait une part de théorie dans l'affaire.
faut se dire les choses. Moi aussi, je suis membre de la région Centre-Val de Loire. Je suis élu. Je peux aussi faire semblant de faire des économies parce que c'est que de toute façon, j'aurais pas à les mettre en œuvre. Je veux dire, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Donc on a ça, puis il y aura la partie recette. Et sur la partie recette, justement, qu'est-ce que vous pensez des pistes qui ont été évoquées? On parle de la taxation des grandes entreprises et des plus fortunés. Ça reste dans le... Je pense que c'est... Alors pour le coup, je suis très à l'aise parce que j'aurais aimé être entendu il y a 7 ans, parce que ça fait 7 ans qu'on le dit. Mais ça va assez loin? Parce que le ministre du Budget, attendez, je peux pas... ce matin, il dit les hausses d'impôts, ça va toucher 0,3% des ménages les plus fortunés. Très bien, parce que ça veut donc dire qu'on est bien sur une cible qui est un peu C'est la bonne étroite. cible. On va regarder 0,3%, on va regarder... Enfin, je suis désolé, mais j'ai besoin d'avoir les documents budgétaires pour répondre à des questions comme celle-là. Parce que 0,3%, on va voir si c'est 0,3% ou 0,6%, que peut-être que tout le monde ne partagera pas le calcul. Enfin bref. Mais qu'on ait une cible... Est-ce que ça doit rester ciblé et exceptionnel? Moi, je pense que l'idée de dire c'est ciblé, c'est temporaire, même si je sais qu'il y a beaucoup de doutes, y compris chez vous, les journalistes, sur le temporaire. Oui. On a vu beaucoup de temporaires qui sont prolongés. Exactement. Des CDD qui deviennent des CDI, fiscaux, si je peux dire. Mais qu'on demande, dans le moment particulier budgétaire que nous vivons, un effort particulier à ceux, non pas comme une chasse aux riches, parce que je déteste cette chasse qui est faite, qui est idiote, parce qu'on a besoin de gens qui puissent investir, et après tout, ils ont, pour beaucoup d'entre eux, développé des activités. Donc c'est pas une chasse aux riches. Vous êtes peut-être, vous, en mesure, et quand vous en parlez en tête à tête, ils vous le disent un peu, ils vous disent on peut faire un effort supplémentaire, ça permet aussi d'organiser la paix sociale. Vous voyez ce que je veux dire? Les retraités, ils peuvent faire un effort supplémentaire. C'est un décalage. Donc c'est pas gênant, le fait de décaler de 6 mois l'indexation, vous dites... Si à chaque fois qu'on dit il faut faire des économies ou il y a des sujets, on dit pas eux, pas eux, pas eux, pas eux, pas eux, à la fin ça se termine comme tout ce qu'on fait depuis 30 ans, c'est-à-dire qu'à la fin le déficit dérape. Mais il faut que ce soit tenu au 1er juillet. Oui, il faut que ce soit tenu au 1er juillet, je pense que c'est de bonne facture. Mais évidemment, dans cette situation-là, tout le monde va être appelé à faire des efforts, mais je pense que ceux qui sont les plus à l'aise doivent faire plus d'efforts que les autres. Puisque vous le dites, vous êtes élu, on l'appelle en région Centre-Val de Loire. Hier, devant les sénateurs, le Premier ministre a dit que les collectivités aussi devaient prendre leur part à l'effort. La Cour des comptes, elle préconise de supprimer 100 000 emplois dans les collectivités. Il faut suivre ces préconisations? Il y a un principe quand même que je connais bien, je suis élu municipal depuis 30 ans, ce qui me rajeunit, et je suis toujours élu municipal. Principe de libre administration des collectivités. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé assez étonnant, pour tout vous dire, que le point d'indice des fonctionnaires il soit décidé par l'État central et qu'il se répercute dans les collectivités et qu'ils n'aient rien d'autre à faire que de faire. Après tout, l'autonomie, ça devrait être une autonomie de ce point de vue-là. Après tout, elles ont qu'à gérer leurs fonctionnaires et se donner elles-mêmes la capacité entre elles, avec les organisations syndicales. Enfin bon, j'ai toujours trouvé ça curieux parce qu'on fait payer par des gens qui n'ont aucun pouvoir de décision. Donc il faut que ça change. Oui. Non mais il faut que les décisions je pense que c'est pas l'autonomie ça. Vous voyez, c'est pas l'autonomie. Et l'autonomie, c'est vous voulez augmenter parce qu'après on est dans un jeu terrible où les collectivités disent c'est pas moi qui ai un problème, c'est parce que l'État m'a obligé à augmenter les fonctionnaires et enfin il ferait quoi si bon bref. C'est la fameuse. Donc on a besoin de responsabilité. Deuxième élément, les collectivités, elles vivent du produit des recettes fiscales et elles vivent aussi des aides. Les DGF, c'est des moyens de l'État. La dotation globale de fonctionnement, vous avez raison d'éviter les acronymes. La dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR, c'est des aides de l'État. Donc on dit parfois, et je le dis comme un amoureux et un praticien, personne ne pourra me raconter d'histoire et de carabistouille sur l'histoire. Tout le monde dit, c'est incroyable, nous on vote notre budget en équilibre. Oui, on vote notre budget en équilibre dans les collectivités, parce que moi, dans mon village, à chaque fois qu'on a un projet, et je sais à peu près faire la chasse aux subventions, même si j'en suis plus le maire, on a 40, 60, 80%. Avec l'argent de qui? Avec l'argent de l'État qui lui s'endette. Donc, enfin, il faut qu'on soit tous responsables, parce que la DETR, c'est pas un dû. Et c'est une aide qu'apporte l'État très puissante, pour les collectivités, pour l'investissement, donc c'est plutôt bien. Mais il va falloir que chacun se mette autour de la table. Après, je pense qu'on a besoin d'avoir des attitudes. La grande force des lois de fer, je vais vous dire, c'est pas seulement c'est la confiance. En fait, la nouveauté des lois de fer, c'était il y a 45 ans. C'est pas ce qui caractérise les relations entre les laissez-moi finir, justement. Ouais. Je trouve que la force des lois de fer, ça avait été ça à l'époque. Et on a besoin de retrouver une confiance réciproque et une responsabilité réciproque. C'est-à-dire que là, on est dans un mécanisme d'infantilisation réciproque. Dans les pays très décentralisés, Espagne, Allemagne, quand il y a eu le Covid, ils n'ont pas été compensés. Hein. Ils n'ont pas été compensés. Nous, on a compensé les collectivités locales. Alors ça a creusé le déficit, des pertes de recettes.
En Espagne, ils se sont débrouillés, hein, dans la plupart des cas. Bon, donc est-ce qu'on ne peut pas trouver un chemin qui soit la confiance retrouvée, esprit de fer? Vous avez raison, elle ne l'est plus. Et la responsabilité réciproque. Ouais. Voilà. On va parler des différents textes. Un mot d'abord sur le texte sur la fin de vie, puisque Michel Barnier a dit qu'il fallait reprendre le dialogue, notamment avec les soignants. Est-ce que, comme Yael Braun-Pivet, vous êtes déçu et vous dites non, il faut reprendre l'examen du texte là où il en est? Je suis ni déçu ni rien, je suis serein. Je veux dire, le dialogue... Et moi, je pense qu'il faut avancer sur ces sujets-là avec prudence. Je suis de ceux qui pensent que c'est des sujets très complexes, qui renvoient chacun à des histoires personnelles et que donc... l'euphorie de « on va tout changer », c'est un peu plus compliqué que ça. Et quand vous écoutez Claes et Leonetti, ils vous disent que c'est un tout petit peu plus complexe et qu'on a besoin quand même de travailler sur l'accompagnement à la fin de vie et que c'est aussi ça qui manque. Le travail a déjà été fait. Alors allez, justement, je finis. Et donc je considère, moi, que le travail a été fait de dialogue. Alors après, le dialogue, on peut le faire... Après, à la fin, il faut passer à l'acte. Et donc j'ai dit au Premier ministre que la question n'était plus... Je l'ai dit à la tribune, donc je suis très clair et je le redis devant vous. La question n'est plus le dialogue. La question, c'est de continuer, de reprendre le texte, puisqu'il a été interrompu en cours de route. Et donc, on prendra les initiatives avec la présidente Braun-Pivet. Chez nous, c'est Olivier Falorni qui suit Ça veut dire quoi prendre les La PPL va être redéposée. Mais voilà, enfin, je veux dire, je crois que nous avons quelques latitudes parlementaires et quelques temps parlementaires. Et que donc... et que j'entends les pondérations qu'on a entendues, y compris au Sénat, qu'on a entendues à l'Assemblée nationale. Parce que moi, je ne sais pas penser que j'ai raison sur ces sujets-là. Je pense qu'il faut y aller en réfléchissant. Et respecter aussi les soignants et respecter les accompagnants en fin de vie, parce que c'est des gens qui font un travail absolument formidable. Mais le texte était engagé. Moi, personnellement, je trouve que la version initiale était peut-être plus équilibrée, mais il fallait laisser faire la navette. Elle n'a même pas fait une demi-navette, cette loi. Bon, on reprend, ça viendra au Sénat. Et je rappelle que, autant que je m'en souvienne, ça n'était pas une procédure accélérée. Non. Donc, et autant que mes souvenirs de ministre des Relations avec le Parlement soient frais, on avait dit qu'on prenait le temps. Donc le dialogue, il se fait dans ce temps-là. Et donc je pense, et on prendra sans doute des initiatives, j'en ai parlé avec la présidente de l'Assemblée nationale, pacifiquement, comme je le dis là, on reprendra en main, parce que l'heure n'est plus à redialoguer. Le dialogue, maintenant, il est parlementaire. C'est les parlementaires qui vont reprendre le texte. C'est un dialogue parlementaire, et ça rejoint ce que vous dites. Je pense qu'il y a eu le comité d'éthique, enfin on a écouté beaucoup de gens, il y a des désaccords. Ce que vous dites, c'est que c'est les parlementaires qui vont reprendre le texte. Il me semble que c'est aux parlementaires de s'en saisir, compte tenu de ce que je comprends de Michel Barnier, je peux l'entendre. Mais lui aussi, il peut entendre que nous ayons envie de reprendre ce texte. Donc existe le projet de loi. Ouais, enfin, c'est proposition de loi au projet de loi. Voilà, vous allez le transformer en proposition de loi. Appelez-le, c'est une loi. Hein. Oui. À la fin, ça finit par une loi. Et un texte sur peu importe le chemin. Un texte sur lequel, par contre, on ne va pas reprendre le dialogue, mais on va reprendre le projet de loi, c'est celui sur la souveraineté agricole. Ça doit être une sacrée satisfaction pour l'ancien ministre de l'Agriculture que vous êtes. Oui. Je ne vais pas vous dire le contraire. Je trouve qu'on avait fait un texte... D'ailleurs, dont je signale que c'est un des rares textes dans les derniers temps qui a été voté par une partie des LR, avec l'abstention bienveillante des communistes, et que sans doute donc nous avions trouvé quelque chose de l'ordre d'un pas de la perfection, je ne suis pas prétentieux comme ça, enfin d'un point d'équilibre. Et je suis heureux parce qu'une grande partie de la traduction de ce qui avait été les attentes des agriculteurs, elle est dans ce texte. Alors je comprends absolument les impatiences, mais il y a un moment, sur les questions de réglementation, sur les questions de simplification, il faut changer la loi. Et donc, tant qu'on n'a pas changé la loi, on avait des simplifications sur la haie, on avait promis d'alléger les procédures et de les rendre beaucoup moins accusatrices d'un point de vue judiciaire sur un certain nombre de manquements. Tout ça, c'est dans la loi. Et donc, je suis heureux que ça reprenne, parce qu'au fond, le travail avait déjà été fait au Sénat, j'avais été auditionné au Sénat, et je suis très heureux que Annie Genevard, ma successeur, puisse reprendre ce travail-là. Ce que j'ai trouvé bien aussi dans le discours de Michel Barnier, je lui ai dit, c'est quand même qu'on assume tous, parce que c'est bien en République, qu'on assume aussi une continuité. La mauvaise propension qu'on a en permanence à croire d'un gouvernement à l'autre, parfois même sous le même quinquennat, mais surtout d'un quinquennat à l'autre, quand on change de président de la République, on va passer de l'ombre à la lumière, pitié quoi. Dans les grandes démocraties, il y a quand même des choses où on se dit ça c'était pas si mal, et on continue à le faire. Et donc je suis heureux à la fois pour le travail qu'on a fait au ministère de l'Agriculture quand j'y étais, et le travail qu'on a fait avec un certain nombre d'organisations syndicales, et puis pour le travail qui va se poursuivre maintenant au Sénat. Michel Barnier s'est dit prêt à ouvrir une réflexion sans idéologie sur le scrutin proportionnel. Est-ce que c'est suffisant pour vous ? Oui, alors là aussi, j'ai l'impression qu'on y réfléchit peut-être depuis 88. Donc il faut passer aux actes.
40 ans de réflexion, ça me paraît une maturation, une sédimentation solide. Pas sûr, visiblement. Il me semble que tous les accidents électoraux... Enfin, les Français ont fabriqué la proportionnelle sans la proportionnelle. Parce que ça fait quand même 2 fois qu'ils donnent une assemblée. Justement. Et quel est l'intérêt maintenant de relancer la proportionnelle alors que visiblement la dernière élection législative a accouché d'un résultat qui serait proche de celui du proportionnel? Petite différence, nous aurions sans doute, je veux faire offense à personne, une coalition des gauches qui serait moins prise par les cheveux par M. Jean-Luc Mélenchon. Parce que chacun aurait pu exprimer ce qu'il était. Sa sensibilité au départ. Et donc nous aurions peut-être un premier secrétaire du Parti socialiste qui s'affranchirait un peu de son leader Maximo. Et donc je pense que la proportionnelle, elle permet d'exprimer ce qu'on est et aux Français de dire, moi je suis plutôt socialiste, je suis plutôt communiste, je suis plutôt écologiste, puisqu'on est sur l'aile gauche, ou je suis plutôt je sais pas quoi. Et après, on dit aux gens, moi je t'ai donné 15% des sièges, maintenant tu te débrouilles. Et donc tu n'es pas enfermé, personne n'est enfermé dans ce qui s'apparente à un cartel électoral. Et 2, vous n'êtes pas élu contre les autres, vous êtes élu sur vos idées. Puis après, donc ça vous permet de dialoguer, parce que reconnaissons qu'avec les LR, c'est là la difficulté pour Michel Barnier, c'est des gens qui ont été élus pour beaucoup contre nous. Non pas sur leurs idées, c'est contre nous. Il fallait battre les macronistes, très bien. Et maintenant, ils se retrouvent dans le même gouvernement. Donc il aurait mieux valu qu'ils portent leurs idées. Ils sont même dans la majorité maintenant. Oui. Ils sont passés de l'opposition à la majorité. Mais ils sont... Enfin, je veux dire, je ne cherche pas des terminologies, je veux enfermer personne. Il faut qu'on essaie tous de faire des efforts. Et donc, vous ne m'entendez pas et vous ne m'entendrez jamais quereller sur ce sujet-là. Et donc, on aurait des gens qui, à droite, auraient dit des choses, qui n'auraient pas été obligés de courir derrière Mme Le Pen pour un certain nombre d'entre eux, et qui pourraient exprimer leur choix dans une coalition. Donc là, on a une proportion, on a tous les désavantages. Et on n'a aucun désavantage qui sont la capacité devant les citoyens à dire « je suis socialiste, voilà ce que je pense ». Et donc je ne suis pas obligé d'en rabattre sur le nucléaire. Je ne suis pas obligé, alors que je pense l'inverse. Je ne suis pas obligé d'en rabattre sur tel ou tel sujet, sur les traités européens. Donc là, on est, du coup, comme il faut être sous la coupe d'un seul homme, eh ben, du coup, vous n'avez aucune capacité à gouverner. Et c'est ce qu'on a vu tout l'été avec Mme Castet. Julien, autre question. Il nous reste le temps, ouais. Oui, alors juste une petite réflexion de votre part sur la commission des lois de l'Assemblée nationale qui a rejeté massivement la demande de destitution déposée par la France insoumise. J'imagine que vous êtes satisfait. Cela dit, ce n'est pas la fin de l'histoire. Les présidents de groupe doivent encore décider si le texte est porté à l'ordre du jour. Vous espérez que les présidents de groupe... oui, j'espère et je me fais aucune illusion parce qu'il y a un petit jeu... Enfin, c'est un jeu de rôle et je trouve que... J'y étais d'ailleurs parce que je siège à la commission des lois et que, évidemment, j'ai voté contre ce processus de destitution qui n'a ni fondement de quoi que ce soit et qui n'est juste qu'une destitution de nature politique. Si je ne suis pas d'accord avec toi, je te destitue. Je rappelle que d'ailleurs... pas très nouveau, puisque c'est porté par M. Mélenchon. Il proposait la révocation des maires, des présidents de département, du conseil, enfin la révocation générale, sauf la sienne d'ailleurs. Toujours pareil, parce que est-ce qu'on pourrait avoir un processus de révocation du responsable de la France insoumise, ce serait pas mal. Mais bon, on donne toujours des leçons aux autres sur ces sujets-là. Et donc, je ne me fais pas d'illusions sur le fait qu'à la fin, ça finisse à l'Assemblée nationale, qu'on passe une après-midi à dire les mêmes choses et qu'à la fin, ça soit rejeté, puisque c'est quand même paradoxal que là, j'avais un vrai désaccord. Vous pensez qu'il y aura une majorité Aucun doute. Aucun doute. Les socialistes eux-mêmes disent on la soutient et on la vote pas, ce qui est quand même un sujet... Quand on a des alliés comme ça, il faut être prudent. Hein. Un dernier mot, Julien. Oui, juste pour savoir comment va le MoDem, c'est vrai que les militants et les élus ne sont pas venus en masse à Guidel. Inexact. Hein. C'est inexact. Ah c'est vous-même qui le notiez et vous avez dit que il y avait que le doute agitait les troupes. Est-ce que c'est une mauvaise passe? D'abord, il y avait tout autant de militants et de cadres que d'habitude. 2, il y avait un peu moins de parlementaires. Bon. Les épisodes, et puis je crois que les parlementaires tous, dans tous les groupes, sont un peu ils vivent des choses qu'ils n'avaient pas pensé vivre, on va se dire les choses... il y en avait une partie qui était chez Gérald Darmanin. Non, il n'y en avait pas une partie, il y en avait un, donc c'est fait une petite partie. Pas confondre les minorités et les majorités dans cette affaire-là. Et donc, c'est qui non, mais peu importe, ça n'a aucun intérêt. Honnêtement, ça n'a aucun intérêt. Je ne suis pas là à compter les gens et à scruter les images. Je ne suis pas de la police, moi. C'est pas... Il y en a un. Mais vous trouverez, vous cherchez, vous trouverez, comme disait l'autre. Mais donc oui, il y a le groupe que je préside et que j'ai le bonheur et l'honneur de présider. C'est un groupe qui s'est beaucoup interrogé sur cette question-là. Et c'est pas une fâcherie. Il y avait des tas de motifs pour un certain nombre de ne pas y être, mais honnêtement, en termes de nombre de militants, vos confrères qui étaient là... Vous-même, vous avez parlé de doute. Hein, oui, on a le droit de douter, oui, mais c'est bien de douter, parce que les gens qui rentrent avec des certitudes tout le temps dans la vie, moi, j'ai pas de problème à dire que de temps en temps, on peut s'arrêter 5 secondes avant de dire youpla boum,
réfléchir et se dire, parce que je l'ai dit à Michel Barnier d'ailleurs en réponse à sa déclaration de politique générale, j'ai dit à Michel Barnier, si on y va avec la volonté qu'on vous fasse réussir et que ça réussisse. Et donc c'est bien de s'être interrogé un peu avant plutôt que d'y aller et après de se dire, oh, je comprends pas la fiscalité, on n'est pas d'accord sur tel sujet. Non, il faut... Moi, je chemine avec ce qu'on a exprimé d'interrogation, et c'est normal de poser des interrogations dans cette configuration. Et inviter Bernard Cazeneuve, est-ce que c'est pas une façon de préparer l'après-Barnier? Non, c'est une façon de dire qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits et pas beaucoup de partis qui sont, et François Bayrou a eu raison de le faire, il n'y a pas beaucoup d'endroits, beaucoup de partis qui sont capables à la fois de parler aux uns et de parler aux autres. Et nous, on va continuer à faire ça. Voilà, parce que je pense que notre rôle dans la vie politique, nous, centristes, nous, démocrates, c'est de faire en sorte que ce dialogue ne soit jamais interrompu. Merci beaucoup Marc Fesneau, merci d'avoir été notre invité.